Voici l'image qu'il ne voulait pas que vous voyiez. Un Premier ministre canadien qui monte à bord d'un avion. Pas pour Washington. Pas pour Mar-a-Lago. Pas pour répondre à un appel téléphonique de Donald Trump. Pour Mumbai, pour Delhi, pour Sydney, pour Canberra, pour Tokyo. 9 jours. 3 pays. 3 premiers ministres. 2500 milliards de dollars en architecture économique en train d'être assemblés en ce moment même, pendant que nous parlons. Spécifiquement conçus pour fonctionner sans les États-Unis. Ne vous y trompez pas, ce que Mark Carney vient de lancer n'est pas une tournée de courtoisie diplomatique. C'est une déclaration d'indépendance économique. Et Washington commence seulement maintenant à comprendre ce qui vient de se passer. Je vais vous montrer exactement comment cela fonctionne, pourquoi Trump serait apparemment furieux, et ce que cela signifie pour chaque Américain qui pense que le Canada va simplement se soumettre. Voici Inside Canada. Aimez et abonnez-vous avant que nous commencions parce que cette histoire évolue rapidement. En ce matin du mercredi 26 février 2026, Mark Carney est en vol. Le bureau du Premier ministre a confirmé le calendrier de voyage il y a 72 heures. Du 26 février au 7 mars, Inde, Australie, Japon. La déclaration officielle l'appelle diversification commerciale. Le langage diplomatique dit débloquer des opportunités. Voici ce que les données financières révèlent réellement. Le Canada construit tranquillement, systématiquement, délibérément un univers économique alternatif. Un univers où les menaces tarifaires américaines ne sont pas existentielles. Un univers où le levier de Trump se dissout. L'horloge tourne et Washington regarde. Soyons clairs sur la chronologie parce que le timing ici est tout. Le 15 janvier 2026, Trump a menacé des tarifs de 100% sur tous les produits canadiens. Chaque produit. Sa raison déclarée, le Canada avait signé un accord commercial préliminaire avec la Chine, abaissant les tarifs sur les véhicules électriques chinois de 100% à 6,1% pour un quota de 49 000 véhicules annuellement. En échange, la Chine a accepté de supprimer les tarifs punitifs sur le canola canadien, le porc et les fruits de mer. Trump a qualifié le Canada de port de transit pour les marchandises chinoises. Le secrétaire au Trésor Scott Bess a averti que les États-Unis ne pouvaient pas permettre au Canada de devenir une ouverture par laquelle les marchandises chinoises se déverseraient en Amérique. Les pays normaux paniquent à ce stade. Les pays normaux appellent la Maison-Blanche. Les pays normaux s'excusent et reviennent sur l'accord. Carney n'a rien fait de tout cela. Dans les 72 heures suivant la menace terrorisante de Trump, 72 heures, ce voyage Indo-Pacifique a été annoncé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie. Voici ce que vous devez comprendre sur la raison pour laquelle la menace de Trump a déclenché cette réponse plutôt qu'une capitulation. Le Canada a réalisé 1900 milliards de dollars en commerce de marchandises sous l'ASEAN en 2023. Cela représente une croissance de 30% depuis que l'accord est entré en vigueur. Des chiffres massifs, une intégration économique extraordinaire. Mais voici la vulnérabilité que chaque gouvernement canadien a connue et à laquelle aucun n'a rien fait jusqu'à maintenant. 75% des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Les 3/4. Quand un partenaire contrôle les 3/4 de vos revenus d'exportation, ce partenaire contrôle votre politique économique. Un point, c'est tout. Ce n'est pas une relation commerciale. C'est un piège de dépendance. Trump l'a compris. Il l'a utilisé. Menaçant l'annexion, exigeant des concessions territoriales, imposant des tarifs arbitraires. Les responsables canadiens ont dû répondre avec soin parce que la survie économique dépendait de l'accès au marché américain. Ce calcul vient de changer. Pour comprendre pourquoi ce moment est différent, nous devons revenir à l'architecture que Carney a héritée et à l'architecture qui le remplace maintenant. Le piège de dépendance n'a pas été construit du jour au lendemain. Pendant des décennies, la politique commerciale canadienne fonctionnait sur une seule hypothèse. La proximité avec les États-Unis est un avantage. L'ALENA, puis l'ASEAN, a verrouillé cette relation. 3,6 milliards de dollars en biens et services traversant la frontière Canada-États-Unis chaque jour. Les chaînes d'approvisionnement automobiles canadiennes tissées directement dans la fabrication américaine. 60% des importations américaines de pétrole brut provenant du Canada. 85% des importations américaines d'électricité. La relation était censée être mutuelle, interdépendante, stable. Puis la Cour suprême a commencé à perdre le contrôle du pouvoir exécutif. Voici le détail que les grandes nouvelles ont manqué.
Trump a contourné les décisions de la Cour suprême sur l'autorité tarifaire non pas en combattant la Cour, mais en changeant de mécanisme juridique. Les tarifs de la section 122 ont une limite de 150 jours. Passer au tarif de sécurité nationale de la section 232 qui reste en place indéfiniment. Les enquêtes de la section 301 prennent des mois. Utiliser la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale en attendant. Les contraintes institutionnelles censées limiter le pouvoir exécutif sur le commerce sont en train d'échouer. Quand les institutions échouent à contraindre le pouvoir, vous ne pouvez pas négocier des accords contraignants avec ce pouvoir. Tout accord peut être modifié unilatéralement. Tout cadre peut être mis au rebut. Toute promesse est sans valeur. C'est ce que Carney a dit à Davos devant l'ensemble du leadership économique mondial. Les puissances moyennes doivent agir ensemble parce que si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Il ne parlait pas de l'OPEP. Il parlait de Washington. Les dirigeants européens ont applaudi. Les responsables asiatiques ont applaudi. Les représentants latino-américains ont applaudi. Pour la première fois dans l'histoire politique canadienne moderne, un Premier ministre a publiquement cadré la politique commerciale américaine comme une menace nécessitant une réponse internationale coordonnée. L'élan diplomatique que ce discours a créé est maintenant converti en accords signés et en cadres institutionnels à partir de cette semaine. Maintenant, voici la partie que personne ne rapporte. Le voyage en Inde, en Australie et au Japon n'est pas seulement une question de trouver de nouveaux marchés pour le canola et le bois canadien. Ce que Carney construit est une architecture financière à 3 continents avec des flux d'investissement, une intégration des chaînes d'approvisionnement et des cadres institutionnels conçus pour persister au-delà de toute administration politique unique. Laissez-moi vous montrer les chiffres réels parce que l'ampleur de tout cela est stupéfiante. Commençons par l'Inde. Le commerce bilatéral a atteint 30,8 milliards de dollars en 2024. L'Inde était le 7e plus grand partenaire commercial du Canada. Mais au sommet du G20 à Johannesburg en novembre 2025, les deux pays ont convenu de lancer des négociations pour un accord de partenariat économique global. L'objectif, 70 milliards de dollars en commerce bilatéral d'ici 2030, soit plus du double des volumes actuels en 4 ans. Le haut-commissaire de l'Inde au Canada a déclaré publiquement que l'accord commercial pourrait être conclu en 1 an. 1 an. Comparez cela aux négociations qui durent une décennie et qui définissent les accords commerciaux américains. Le signal est délibéré. Des partenariats alternatifs peuvent être opérationnalisés plus vite que Washington peut réagir. Maintenant, voici où ça devient encore plus intéressant. L'Inde a connu une croissance de 9,4% entre 2019 et 2023. C'est la plus grande économie à la croissance la plus rapide du monde et la 5e plus grande dans l'ensemble. Les fonds de pension canadiens, qui gèrent environ 2 000 milliards de dollars d'actifs, s'y installent déjà. L'accord proposé élimine les tarifs sur 99% des marchandises. Les exportations agricoles canadiennes canola, blé, porc, bœuf obtiennent l'accès à 1,4 milliard de consommateurs. L'Inde obtient l'accès à l'uranium canadien, au gaz naturel liquéfié et aux minéraux critiques essentiels pour la production de batteries et les énergies renouvelables. Mais la partie qu'il ne couvre pas, le partenariat ACI. Au même sommet du G20, le Canada, l'Inde et l'Australie ont discrètement lancé un cadre technologique trilatéral. Le partenariat technologique et d'innovation Australie-Canada-Inde, l'ACI, axé sur les technologies critiques et émergentes, l'innovation en énergie verte et voici la phrase qui compte les chaînes d'approvisionnement résilientes. Quand les gouvernements disent chaînes d'approvisionnement résilientes, décodez ce langage. Ils parlent de chaînes d'approvisionnement non dépendantes de la Chine et non vulnérables aux changements de politique américaine. L'Australie apporte des minéraux critiques et une fabrication avancée. Le Canada apporte la recherche en IA, les technologies propres et le capital. L'Inde apporte l'échelle, les talents en ingénierie et la capacité de déploiement à une vitesse qu'aucune nation occidentale ne peut égaler. C'est un corridor technologique couvrant 3 continents, et il a maintenant un nom, des cadres institutionnels et des mécanismes de financement à venir. Soyons techniques sur ce à quoi ressemble l'architecture financière complète parce que les chiffres d'investissement racontent la vraie histoire. Le front indien, commerce bilatéral actuel 30,8 milliards de dollars, objectif d'ici 2030 70 milliards. L'accord commercial élimine les tarifs sur 99% des marchandises. Les discussions pendant la visite de Carney couvrent le commerce, l'énergie propre, la technologie, l'intelligence artificielle, les talents, la mobilité, la culture et la défense. La défense. Le Canada et l'Inde discutent de coopération en matière de défense.
Retenez bien cela. Nous y reviendrons. Le front australien, commerce de marchandises bilatérales 6,1 milliards de dollars. Modeste, n'est-ce pas? Regardez plutôt la relation d'investissement. Investissement direct canadien en Australie, 58,8 milliards de dollars. Cela fait de l'Australie la 8e plus grande destination pour les investissements canadiens dans le monde, et de loin la plus grande dans toute la région Indo-Pacifique. Investissement direct australien au Canada, 28,5 milliards de dollars. Stock d'investissement bilatéral dépassant 87 milliards de dollars. Voici ce que vous devez comprendre sur ce que 58,8 milliards et le capital déployé signifie réellement. Quand vous contrôlez près de 60 milliards de dollars d'actifs dans une autre économie, vous avez une influence structurelle sur la trajectoire de développement de cette économie. Carney ne rend pas visite à l'Australie en tant que partenaire junior demandant l'accès. Il rend visite en tant que fournisseur de capital majeur avec un levier. Et voici le poids symbolique que personne ne couvre. Carney s'adressera aux deux chambres du Parlement australien lors de ce voyage. Le Premier ministre canadien à le faire en près de 20 ans. On ne s'adresse pas à un Parlement étranger pour un accord commercial. On s'adresse à un Parlement étranger quand on signale une relation qui opère au niveau constitutionnel. Le front japonais, commerce bilatéral 36,4 milliards de dollars annuellement. Le Japon est le 5e plus grand partenaire commercial de marchandises du Canada. Exportation canadienne vers le Japon, 15 milliards de dollars. Importation, 21,4 milliards de dollars. Le Japon est la 4e plus grande économie nationale du monde. La relation commerciale est profondément complémentaire. Le Canada exporte du charbon, du pétrole, du cuivre, du fer, du nickel et 41,8% des exportations canadiennes vers le Japon. Les produits agricoles canola, graines, blé, porc, bœuf représentent 26,8% supplémentaires. Le Japon est le plus grand importateur net de nourriture au monde, limité par des terres arables limitées et une population agricole vieillissante. Le Canada est le 2e plus grand marché mondial du Japon pour le blé et le 2e pour le canola. L'investissement direct japonais au Canada a atteint 29,1 milliards de dollars au dernier décompte complet, faisant du Japon la plus grande source d'investissement direct étranger asiatique au Canada. Le PPTP, l'accord global et progressiste pour le partenariat transpacifique, régit déjà cette relation. Depuis sa mise en œuvre, le commerce bilatéral de marchandises a augmenté de 6,9% annuellement. Sur 6 ans, cela se compose en une fondation structurelle déjà en place et déjà performante. Maintenant, agrégeons les 3 pays. Commerce combiné actuel, Inde, 30,8 milliards de dollars, Australie, 6,1 milliards de dollars, Japon, 36,4 milliards de dollars. Total combiné, environ 73,3 milliards de dollars annuellement appliqués les objectifs de croissance, l'Inde atteint 70 milliards, les projections conservatives pour l'Australie suggèrent 15 milliards, le Japon au taux de croissance du PPTP continue, 45 milliards. Total combiné d'ici 2030, approchant 130 milliards de dollars nouveaux revenus d'exportation non dépendants de l'accès au marché américain. Ajoutez les flux d'investissement. Investissement direct canadien, Australie, 58,8 milliards de dollars, Japon, 29,1 milliards de dollars, Inde, croissant rapidement, dépassant 10 milliards. Environ 100 milliards de dollars de capital contrôlé par le Canada déployé à travers l'Indo-Pacifique. Ajoutez l'investissement inverse de l'Australie et du Japon au Canada dépassant 57 milliards combinés. Stock d'investissement bilatéral, 157 milliards de dollars. Ce n'est pas de la diversification commerciale. C'est une interdépendance financière mutuelle délibérément construite de sorte qu'aucun pays ne peut poursuivre des politiques dommageables pour les autres sans infliger des pertes à ses propres investisseurs. Cette structure génère une stabilité politique indépendante des changements de leadership politique. Elle survit aux élections. Elle survit aux administrations. Elle devient auto-renforçante. Des sources à l'intérieur de Washington ont décrit l'ambiance comme apparemment apoplectique. La menace tarifaire était censée fonctionner. Des tarifs de 100% sur les produits canadiens mettent fonctionnellement fin à 3,6 milliards de dollars de commerce transfrontalier quotidien qui s'effondre du jour au lendemain. Les exportateurs canadiens font face à une perte de revenus catastrophique. Le calcul était censé être simple. La douleur économique force la capitulation. La réponse de Carney a brisé le modèle. Au lieu de capituler, il a accéléré. Au lieu d'appeler Washington, il a appelé Mabe, Sydney et Tokyo. Au lieu d'offrir des concessions,
Il a annoncé un voyage de 9 jours pour formaliser des relations alternatives qui étaient déjà en développement depuis des années. Plusieurs responsables dans des capitales européennes ont confirmé qu'ils regardent cela attentivement. Si un leader du G7 peut exécuter avec succès une diversification commerciale à cette échelle, cela démontre que le levier américain sur les économies alliées n'est pas permanent. Les donateurs républicains modérés posent apparemment des questions inconfortables. Le secteur agricole américain, spécifiquement les producteurs de soja, de porc et de céréales, sait déjà à quoi ressemblent les mesures de représailles canadiennes. Le Canada est le deuxième plus grand marché d'exportation des États-Unis. 38 millions de personnes avec un pouvoir d'achat élevé. 60% des importations américaines de pétrole brut. 85% des importations américaines d'électricité. Intégration des chaînes d'approvisionnement dans l'automobile, l'aérospatiale et la fabrication avancée. Le retour d'informations fonctionne dans les deux sens. Mais voici l'autre aspect. La base MAGA ne le ressent pas encore. Les menaces tarifaires jouent bien lors des rassemblements. Le cadrage de la Chine prend le contrôle du Canada résonne avec la base. Le retour économique, prix plus élevé, perturbation des approvisionnements, complications manufacturières prend des mois à apparaître dans les données. Au moment où la base le ressentira, les dommages institutionnels à l'ASEOM pourraient être irréversibles. Des sources décrivent Trump comme obsédé par la situation canadienne d'une façon qui va au-delà de la politique commerciale. La rhétorique sur l'annexion. Les commentaires sur le 51e État. Les suggestions répétées que la souveraineté canadienne est négociable. Ce n'est pas un levier de négociation standard. Le levier standard n'inclut pas des suggestions qu'un allié du G7 devrait cesser d'exister en tant que nation indépendante. Le mécanisme que Trump craint apparemment est l'arbitrage tarifaire. Si les tarifs canadiens sur les marchandises chinoises sont inférieurs aux tarifs américains, les fabricants chinois expédient des produits au Canada, effectuent un traitement minimal pour se qualifier selon les règles d'origine de l'ASEOM, puis exportent aux États-Unis en franchise de droit. Les barrières commerciales américaines sont effectivement contournées. Mais voici ce que personne ne dit clairement. La solution à l'arbitrage tarifaire est un ajustement négocié des dispositions sur les règles d'origine. Ce ne sont pas des tarifs de 100% sur tous les produits canadiens. Des tarifs de 100% ne sont pas une réponse politique ciblée. C'est une campagne de pression. La question est, pression vers quoi? Quand les analystes décodent la structure des demandes ici, il n'y a pas d'objectif cohérent de politique commerciale. Il y a du levier, il y a de la coercition, il y a une tentative de maintenir la domination économique sur un allié du G7 à tout prix. Le discours de Carney à Davos a nommé cela sans le nommer. Si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. La réponse à se faire dire que vous êtes au menu n'est pas de se disputer à propos de la table. C'est de construire une table différente. Cette table est actuellement en construction à main baie. Alors que se passe-t-il ensuite? Voici ce que les données suggèrent. Astérisque, astérisque, scénario 1, astérisque, astérisque, l'accord avec l'Inde se conclut rapidement. Les deux pays font face à des pressions politiques pour démontrer des résultats. Le haut-commissaire indien a mis publiquement un calendrier de 12 mois sur le record. Livrer un accord de partenariat économique global fonctionnel en un an envoie un message à chaque puissance moyenne qui regarde. Des partenariats alternatifs peuvent être opérationnalisés plus vite que Washington peut contrer. Regardez l'annonce d'un accord cadre pendant ce voyage, possiblement dans les jours à venir. Astérisque, astérisque, scénario 2, astérisque, astérisque, l'ACI passe du cadre à l'infrastructure. Attendez-vous à des annonces de mécanismes de financement conjoints pour les startups technologiques, des programmes de visa accélérés pour les chercheurs en IA se déplaçant entre les trois pays, des projets spécifiques dans le traitement des minéraux critiques, la fabrication de batteries et le déploiement des énergies renouvelables. Ceci crée une activité économique tangible qui ne peut pas être inversée par un seul discours politique à Washington. Astérisque, astérisque, scénario 3, astérisque, astérisque, le discours au Parlement devient un plan directeur mondial. L'adresse de Carney au Parlement australien sera lue attentivement à Bruxelles, à Séoul, à Jakarta, à Brasilia. S'il cadre avec succès la diversification commerciale comme une réponse collective des puissances moyennes à l'effondrement institutionnel et non comme un opportunisme bilatéral, cela crée un élan pour une coalition plus large. Les dirigeants européens qui ont applaudi à Davos attendent un signal indiquant que c'est plus que de la rhétorique. Astérisque, astérisque, scénario 4, astérisque, astérisque, Trump intensifie. Ce n'est pas de la spéculation. Le schéma est établi. Trump considère la diversification commerciale canadienne comme une menace directe au levier américain.
sa réponse aux menaces perçues et l'escalade. Attendez-vous à ce que les menaces de mise en œuvre des tarifs s'intensifient, avec d'éventuelles restrictions aux investissements et des barrières réglementaires. Le test devient de savoir si les réseaux commerciaux alternatifs du Canada peuvent absorber le choc d'un accès réduit au marché américain. D'ici 2030, si ces partenariats atteignent leurs objectifs, le commerce indo-pacifique représente 15 à 20% du total des revenus d'exportation canadiens. Le levier américain sur la politique économique canadienne diminue proportionnellement. Les États-Unis ne peuvent pas menacer de manière crédible de fermer l'accès au marché quand 20% des revenus d'exportation canadiens affluent vers des marchés qui ne peuvent pas être touchés par les tarifs américains. La douleur économique de la fermeture du marché américain reste significative, mais elle n'est plus existentielle. Cela change tout. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Appuyez sur cette cloche de notification parce que dans les 30 prochains jours, 3 événements spécifiques définiront si cette stratégie réussit ou s'effondre. Premièrement, Carney atterrit à Ottawa le 7 mars. Regardez ce qu'il annonce. S'il y a un accord cadre avec l'Inde, cette histoire s'accélère à une vitesse pour laquelle Washington n'est pas préparé. Deuxièmement, la date limite de mise en œuvre des tarifs de Trump approche. Quand il appuiera sur la gâchette et selon chaque schéma dans cette administration, il le fera, la réponse canadienne nous dira exactement quelle part de cette architecture alternative est déjà opérationnelle et quelle part est encore sur le papier. Troisièmement, cette adresse parlementaire en Australie. Chaque mot sera analysé par les ministères des Affaires étrangères à travers le globe. Si elle atterrit de la façon dont le discours de Davos de Carney a atterri, la coalition des puissances moyennes résistant à la coercition économique américaine vient de gagner un élan institutionnel formel. Nous décortiquerons chaque développement en temps réel. Les livres d'histoire enregistreront cette semaine comme le moment où le Canada a cessé de calculer s'il pouvait survivre à la pression économique américaine et a commencé à calculer à quoi cela ressemblerait de l'autre côté. Le réseau commercial de 2500 milliards de dollars en cours de construction en ce moment est la réponse du Canada. La question est de savoir si Washington le comprend encore. Je vous retrouve au prochain épisode.